Bonjour à tous. Alors, comme il y a un peu plus... Non, si Non, il y a 2 semaines, en écrivant ma vidéo, je me suis rendu compte qu'aborder toutes les affaires, donc les 2 affaires que je voulais aborder cette semaine, ça aurait été trop long. Donc j'ai décidé de scinder ma vidéo en 2 parties. Cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement et la vidéo de jeudi, donc demain. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'affaire Matisse. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager, surtout à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour la chaîne de Georges qui monte, malgré le silence des médias. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique, il n'y en a pas d'autre. Revue d'actualité, c'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, on est aujourd'hui le mercredi 1er mai et voici les éléments de l'enquête qu'on a concernant l'affaire Matisse. Je ne vais pas juger, en tout cas je ne vais pas juger pour l'instant, je vais juste vous présenter ce qui s'est passé. Dans l'après-midi de samedi, dans le quartier de Saint-Denis à Châteauroux, Matisse a une bagarre avec un Afghan. Alors je crois que, je me suis renseigné, la bagarre commence parce que l'Afghan rappe, Matisse se moque de ce rap et bagarre. Je vous mets des extraits de son rap. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a matière à vanne ou pas? Leftover, ouais. Nous on a niqué des petits bambis, ouais. On a fait scrap papa. Dans un premier temps, la bagarre dont je parlais tout à l'heure, Matisse la gagne. Et l'Afghan, d'après le témoignage de son frère, l'Afghan va saigner du nez et ça va le rendre fou. Donc il rentre chez lui, il chope un couteau et il revient avec sa mère. Là, l'Afghan va planter plusieurs fois, à plusieurs reprises, Matisse. Et après avoir planté Matisse, la mère de l'Afghan gifle Matisse. Elle gifle un mec qui est en train d'agoniser. Donc ça, c'est pour les faits. Et c'est raconté par Céline Viziedo, la procureure de la République de Bourges. Ça a été très très vite en fait. Les circonstances du drame se sont passées tellement très très rapidement que voilà, elle a du mal à retracer le fil effectivement des événements. Elle est mise en examen uniquement du chef d'un délit qui sont des violences. Des violences, et ce qu'elle reconnaît, c'est effectivement d'avoir porté des coups. Et alors on a plein de choses à dire sur cette affaire-là, sur cette affaire Matisse, parce qu'elle est symptomatique selon moi. Elle est symptomatique, donc elle fait partie, elle exprime ce qui va mal dans notre pays. Déjà, dans le traitement médiatique de l'affaire, on a très vite parlé d'une rixe, très fameuse, très ancienne. Rix a 2 doigts de nous sortir la version de la joute verbale médiévale qui a mal fini. J'en avais déjà parlé, mais parler d'une rixe au lieu d'un assassinat, ce qui est le cas, c'est un assassinat avec préméditation, ça permet plusieurs choses. Déjà, dans l'imaginaire de celui qui va recevoir l'information, la rixe implique 2 camps qu'on suppose égaux, puisque en état de se battre. C'est donc un présupposé de réciprocité, parce que les 2 camps, les 2 personnes, sont activement engagées dans la confrontation, et ça se rixe. Dans le cas d'un meurtre au couteau avec préméditation, parler d'une rixe, c'est au mieux une tentative de diversion, au pire, c'est un mensonge en fait. Journalistiquement, c'est pas vrai. Ensuite, et c'est fondamental, c'est cette histoire de racisme. Parce que très vite, on va nous dire, ouais, alors attends, Matisse aurait été raciste avec l'Afghan. Alors, l'avantage que j'ai sur l'actualité, c'est que des phénomènes comme ça, j'en aborde tout le temps. Et le plus fou, c'est que la semaine dernière, littéralement il y a 6 jours, j'ai parlé de ce processus de diversion médiatique avec l'affaire Philippe, où on expliquait, grosso merdo, que Philippe était un pédophile et qu'il méritait un peu ce qui lui était arrivé. Tout comme plus anciennement dans l'affaire Thomas, à Crépol, où on disait « Oui, mais alors attends, attends 2 secondes, parce que Thomas, il a liké des vidéos de Baradella, donc quelque part, c'est un peu bien fait qu'il soit mort. » Et dans ces 3 affaires, c'est exactement le même processus. On prend la version du tueur qu'on expose au public en oubliant volontairement de dire que c'est la version du tueur. En l'occurrence, dans l'affaire de Matisse, on va expliquer que l'origine du différend, l'origine de la rixe, de la joute verbale, c'est des propos racistes, fils de Ben Laden ou je sais pas quoi, que Matisse aurait tenus envers l'Afghan. Et que cet Afghan, il en pouvait plus
de ce racisme décomplexé. Et dans un geste malheureux, putain, mais faut le pardonner, il l'a planté, le pauvre Matisse. Alors la gifle de la daronne, on n'explique pas trop, mais bon, bref. Donc ça, c'est une version qui est particulièrement déresponsabilisante, voire héroïsante pour le tueur. Mais c'est normal, c'est la version du tueur. Et à ce moment de l'histoire, les médias et le tueur ont paradoxalement le même objectif, à savoir brouiller l'affaire. Les médias, notamment des médias en ligne, sur Twitter et des médias style RMC et BFM TV, qui ont été rachetés par un proche de Macron, mais ça n'a rien à voir, vont populariser ce mensonge. Ils ne veulent pas que l'affaire permette une remise en cause globale. Parce que, instinctivement, un Afghan qui plante un Français, on peut se dire « Ah, c'est marrant, c'est pas normal ça. Qu'est-ce que quoi ? Un Afghan qui plante un Français ? Non, j'aime pas trop cette histoire. » Ils veulent pas ça, les médias. Donc les médias, sans attendre que cette version soit avérée, vont publier cette affaire-là, vont publier la narration de cette affaire-là, la narration du tueur, pour tenter de brouiller les origines de la rixe. Et pour le tueur et ses protecteurs, c'est tout bénef. Carrément, le mec passe pour un antiraciste qui a fait son devoir de citoyen en envoyant un petit raciste à la morgue. Bien fait pour toi, Matisse. Sauf que cette version du Matisse raciste est rapidement démentie. C'est faux. On se rend compte que l'Afghan, il a juste mangé son seum de s'être fait éteindre par un petit Français et il est revenu avec un schlass et une daronne. Oh tiens donc, c'est ouf ça me rappelle l'affaire Thomas. Des mecs qui mangent leur seum de s'être fait éteindre par des Français et qui reviennent avec des couteaux. C'est vraiment littéralement l'affaire Thomas. Et là, vous allez me dire, oh, mais Georges, ces versions mensongères des médias sont rapidement démenties, donc ça va, la vérité est rétablie, je peux aller me coucher. Mais non, erreur. Parce que dans la tête des gens, dans l'imaginaire des gens, on va avoir ce qu'on appelle un effet de cadrage, le fameux framing effect, comme on dit dans le milieu du biais cognitif. Ce framing effect, c'est l'idée qu'un individu perçoit une affaire perçoit une information en fonction de sa première présentation dans l'espace médiatique. Dans la tête des gens, même si cette version d'un Matisse raciste va être démentie plus tard, ils vont inconsciemment associer cette histoire avec des concepts comme raciste, agression raciste. Et finalement, on ne sait plus très bien pourquoi Matisse il est mort, mais quelque part, l'Afghan, il devait avoir une bonne raison. C'est ça ce qu'ils se disent, les gens. Et c'est exactement ce que les médias recherchent, que l'attention se focalise sur les raisons du meurtre plutôt que sur le meurtre en lui-même. Et je rajouterais une dernière chose qui est très importante, que personne n'a compris. Si l'Afghan a sorti cette version aux enquêteurs, version fausse, je le rappelle, c'est qu'il savait très bien ce qu'il faisait. Il n'a pas sorti d'excuses genre « Matisse a insulté ma copine » ou « Matisse m'a volé mon portable » ou « Matisse a insulté ma mère ». Mais il a dit « Matisse a été raciste ». Parce que cet Afghan ou son avocat savent très bien que le racisme, en France, dans l'imaginaire des gens, il excuse tout, notamment un meurtre. Dans notre imaginaire de tordu manteau, quelque part, ça aurait été normal que Matisse meure s'il avait été coupable de racisme. Pour vous dire à quel point on a placé l'antiracisme comme vertu cardinale de notre putain de système mental. Quelque part, ça fait 6 ans que ce migrant était là, mais il avait déjà parfaitement intégré que la seule chose qui légitimerait un meurtre de Français, ce soit le racisme. Alors évidemment, à l'occasion de cette affaire Matisse, on a ressorti 2 trucs qui sont désormais la norme absolue dans ce genre d'affaires, à savoir... On connaît quelqu'un qui a déjà vu quelqu'un qui croit avoir reconnu un des proches de la victime qui dit « Ne récupérez pas la mort de Matisse, ne salissez pas sa mémoire ». Alors attends, 2 petites secondes là que je dise un truc. Dire « Oh, c'est chiant, un Afghan tue un Français », c'est salir sa mémoire. Par contre, reprendre sans questionner la version du tueur qui incrimine un gamin mort désormais raciste, ça c'est tranquille. Ça c'est du journalisme. Ça c'est pas salir la mémoire. Un autre élément avec lequel on est familier dans ce genre d'affaires, c'est l'inscription dans le temps long. Alors la dernière fois, à l'occasion de l'affaire Thomas à Crépol, on nous avait dit « Ah c'est marrant, c'est les balles, ça nous rappelle Roméo et Juliette ». Genre Roméo il se trimballe avec un schlass et Juliette c'est un rugbyman, enfin bref. Et là, Roselyne Bachelot nous a pondu un parallèle assez osé avec la guerre des boutons. La putain de guerre des boutons.
Les enfants sont violents. La violence des enfants, quand on lit vraiment La guerre des boutons de Louis Pergaud, dont on a fait au cinéma des versions très édulcorées, c'est d'une violence incroyable, Mais La cette guerre violence- des boutons. Il y a des violence- tortures dans La guerre des Est-ce qu'elle est boutons. plus La meuf, elle fait le lien entre le meurtre avec un couteau supplément d'Aaron qui tarte un mort avec la guerre des boutons. Et après, elle sort l'argument massu, et je parle pas d'elle. Elle dit alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la psychanalyse et Lacan. Alors, déjà, si Lacan n'avait pas été contredit par les 3/4 des scientifiques, psychiatres et psychologues compris, on pourrait en parler. Et ensuite, si la psychanalyse avait déjà servi à quelqu'un ou à quelque chose, si ce n'est aux psychanalystes eux-mêmes qui arnaquent tous leurs clients, ça se saurait. Oui, alors j'ai des mauvaises notes, c'est parce que je rêve d'enculer ma daronne, qui elle-même a un complexe avec son épicénie. Je vous renvoie aux critères de falsifiabilité de Karl Popper concernant la psychanalyse. En termes de preuves scientifiques, la psychanalyse, c'est au niveau des pierres vibrantes et des crèmes quantiques. Et là, vous allez me dire, oh Georges, ok, bonne vanne sur Roselyne Bachelot, mais pourquoi elle nous dit ça? Pourquoi elle nous ressort cette théorie fumeuse de la guerre des boutons? Parce que nous dire ça, c'est la meilleure manière d'éviter le constat du changement. Si ce drame s'inscrit dans une histoire longue en France, quelque part, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'intégration avec cet Afghan, puisqu'il reproduit une histoire de la violence qui a toujours existé. Bah oui, depuis toujours, des adolescents tuent d'autres adolescents avec des couteaux de cuisine, c'est bien connu. C'est un peu pareil que le classique « Ah, les jeunes, ils sont vraiment de plus en plus violents, les jeunes. Hein. » Ah bah non, erreur, pas vrai. Peut-être que certains jeunes sont plus violents que d'autres. Et qu'est-ce qui peut expliquer la violence chez certains jeunes? On va se poser la question. Peut-être le bagage culturel, je sais pas. Un jeune qui a vécu la guerre, le déracinement, la violence et l'expérience de la mort aura statistiquement, c'est de la sociologie de base, plus de chances de se montrer violent avec ses nouveaux amis. On est d'accord. Mais alors, petite question, si ce jeune, en plus de ce passé qu'on pourrait logiquement appeler un passé traumatique, si ce jeune il a un bagage culturel et civilisationnel radicalement différent du nôtre, comment peut-on s'étonner qu'il nous plante? Et je ne parle pas dans le vide quand je parle d'un différentiel culturel. 99% des Afghans sont pour une application stricte de la charia. 85% des Afghans sont pour la lapidation. Comment voulez-vous que ça se passe bien en France? À moins de vouloir consciemment détruire les structures sociales et culturelles françaises, il n'y a pas d'autre solution. Comment on a pu se dire qu'un Afghan, donc provenant d'un pays qui fonctionne sur un système tribal, clanique et religieux, aurait pu s'intégrer parfaitement sans violence? C'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est une double négation. C'est nier que les Afghans ont un fonctionnement et une histoire beaucoup plus violente, en tout cas l'histoire récente beaucoup plus violente que la nôtre, et c'est nier ce que l'on est, à savoir une société qui est pacifiée. Et il n'y a qu'à voir les vidéos qui ont été postées par cet Afghan-là avant l'altercation avec Matisse, où on peut voir donc déjà l'assassin frapper d'autres personnes. Montrer qu'il est quand même violent ce gamin, et attendre un autre ennemi, un autre Matisse, en bas de chez lui avec un couteau. Vous voyez là, moi j'ai un couteau. Voilà. Là, je vais aller devant chez du fils de pute. Voilà, j'ai trop la haine. Je vais aller Théma jusqu'à la fin. Voilà, je vais sonner chez lui, fils de pute. S'il ne répond pas sur la tête de ma mère, je vais niquer sa mère. Putain, mais les gars, vous accueillez des gens qui vont nous tuer, en fait. Ils se battaient souvent, ils sortaient avec des couteaux et tout. Ouais. Alors que Matisse, c'est au contraire. Matisse, lui, il a jamais eu de problème comme ça. Matisse, c'est... Moi, j'ai jamais vu se battre. Même quand on m'avait dit, ouais, il s'est battu contre l'agresseur, moi, ça m'a choqué. Ouais. Moi, je savais, genre, il était capable de ça. Mais je pensais pas qu'il allait s'attaquer à Matisse. Par ailleurs, et c'est important de le rappeler, le mec en question, sur ses réseaux sociaux, donc je crois que c'est TikTok ou Snap, il a l'air de regretter de fou l'Afghanistan. Donc il met des drapeaux de l'Afghanistan partout, il rend hommage à son pays, il est très fier d'être afghan, mais on a envie de lui dire, putain, mais si t'es parti d'Afghanistan, c'est qu'il y avait un truc qui déconnait dans ce pays-là. Si tu kiffes autant l'Afghanistan, qu'est-ce que tu fous en France ? Et je rajoute que c'est d'autant plus impossible de faire société avec eux quand toute la famille partage ses valeurs tribales et claniques. Je rappelle que la daronne a giflé Matisse alors qu'il agonisait. Putain, il faut se figurer la violence du truc, quoi. Et j'aimerais faire un petit disclaimer ici.
il ne faut pas tomber dans le piège du ouais, on est mieux. La culture française, elle n'est pas mieux ou elle n'est pas meilleure que la culture afghane. Elle est différente, elle est adaptée à d'autres réalités. Et il y a des différences qu'on peut surmonter. Alors je pense notamment à des différences culturelles de pays du continent européen, évidemment les Portugais et les Espagnols en tête, puisqu'ils ont des racines civilisationnelles proches des nôtres, en l'occurrence la religion chrétienne. Et il y a d'autres pays qui ont connu une évolution, qui ont connu une construction culturelle et identitaire propre, et qui sont trop éloignés de la nôtre pour que l'accueil se passe, en fait, c'est tout. Que ce soit le concept d'habitus de Bourdieu ou le choc des civilisations d'Huntington, tous les spécialistes font le constat d'une incompatibilité d'adaptation quand le bagage culturel est trop différent. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, c'est un constat d'incompatibilité. C'est reconnaître qu'un Afghan et un Français, c'est pas pareil. Et justement, le fossé culturel, en l'occurrence, c'est pas juste une petite différence, genre les Afghans, ils aiment le hard rock et nous, on aime la musique classique. Nos deux cultures s'opposent sur tous les plans, littéralement tous, sur le rapport à la violence, sur le rapport à l'honneur, sur le rapport à l'État, sur le rapport à la tribu. Quel est le putain de rapport de la France à la tribu, les gars? Sur le rapport à l'ethnie, sur le rapport à la religion, sur le rapport à la femme, sur le rapport à la guerre, sur le rapport au sacrifice, sur le rapport à la sexualité, sur le rapport à l'éducation. Et constater cette incompatibilité et vouloir quand même les faire venir, c'est juste suicidaire. C'est aussi pour ça que ça n'a aucun sens d'appliquer ce qu'on appelle l'excuse de minorité pour ce jeune Afghan. Donc c'est une mesure qui atténue les sanctions aux condamnés si les condamnés sont mineurs. L'excuse de minorité, elle a été pensée pour une jeunesse française, avec une perception française de la justice, en l'occurrence une perception assez réparatrice. L'appliquer à un jeune Afghan, c'est transposer le droit français à l'Afghanistan. Ça n'a aucun sens. Autant que ça n'aurait aucun sens d'appliquer le droit afghan en France. Enfin, je veux dire, voir des mecs qui se font couper les mains à la place de la Bastille, je me dirais, il y a un souci. Et la solution, elle est très simple. Soit on adapte notre système juridique et pénal aux populations qu'on reçoit, et je te fais pas un dessin sur ce qui attend le jeune Afghan qui tue au couteau un autre Afghan en Afghanistan, donc c'est de la peine de mort, hein, clairement, ou un truc équivalent, genre des coups de fouet, de la torture, ou ce qui s'appelle la qisas, donc c'est une rétribution équivalente. Une rétribution équivalente à la mort, c'est la mort. Donc, soit on adapte notre système aux populations qu'on reçoit, soit on ne les accueille pas. C'est comme ça. Ça va se passer comme ça, en fait. Je rajoute une dernière chose qui est fondamentale et que j'avais déjà abordée dans ma vidéo sur l'affaire Thomas. On ne peut pas reprocher aux ennemis de nos valeurs et aux ennemis de notre civilisation d'agir comme des ennemis de nos valeurs et comme des ennemis de notre civilisation. Dans une guerre, par exemple, on ne dit pas « l'adversaire, il nous tue, il est trop chiant ». C'est le principe d'un ennemi, en fait. Il s'oppose à nous. En d'autres termes, on ne reproche pas à un ennemi d'agir en sa qualité d'ennemi. Les vrais fautifs dans cette affaire-là, quelque part, c'est pas les Afghans, c'est pas les blédards ou c'est pas n'importe quel colon qui tue des Français ou qui viole des vieilles ou je ne sais quelle barbarie auxquelles on est habitué depuis des années. On sait que ça s'est passé, on sait que ça se passe et on sait que ça se passera. Dans un premier temps, les coupables, c'est ceux qui forcent les Français à cohabiter avec leurs ennemis, avec leurs assassins. Et c'est là que les vrais responsables, ils sont. C'est pas l'Afghan qui, excusez-moi, aurait de toute manière fait un drame. Hein, on le sait parce que les études sur les sociétés tribales montrent une prédominance de la violence dès lors qu'elle intègre des sociétés différentes, opposées sur le plan des mœurs et pacifiées. Et évidemment, parmi les responsables de ceux qui nous forcent à vivre avec nos assassins, on a Sandrine Rousseau qui voulait publiquement que la France accueille des migrants afghans, genre ouais mais attends, s'ils sont dangereux, on peut mieux les surveiller s'ils sont ici. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Proposition qui vient chercher clairement le top 3 des propositions les plus connes de l'histoire depuis la proposition d'une pizza au dentifrice. On retrouve évidemment, et il faut le dire, il faut le souligner, des élus républicains, en la personne de son président de département Christophe Guillotot, hein, qui s'était déterre à accueillir 150 migrants. Et évidemment, on retrouve toujours les mêmes, les associations genre Solidarité Accueil, qui ont hébergé des migrants à Châteauroux il y a 2 ans. Ces gens-là ont du sang sur les mains, les gars.
Et évidemment, le top of the pop, c'est la France insoumise, via Clémentine Autain, qui souhaitait en 2021 que les Français, je la cite, tendent la main au peuple afghan. Mais putain, si les Afghans veulent élire des talibans, s'ils veulent vivre sous le joug des talibans, mais laissez-les, c'est pas à nous de gérer ça. Pourquoi on est obligé d'ouvrir notre cul à n'importe quel pays qui change de régime? C'est quoi cette affaire-là? On a quand même beaucoup de trucs à gérer déjà avant de pouvoir accueillir d'autres personnes. Et j'irais même au-delà. On va, nous les Français, être, de gré ou de force, forcés à revenir à la violence dans nos rapports sociaux. Non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on n'aura pas le choix. Les cultures qu'on a importées et qui viennent en France, les cultures qu'on nous impose, nous apporteront de la violence. Et c'est peut-être ce qui est le plus cruel dans toutes ces affaires-là où des Français sont massacrés. Ce qui est le plus cruel, c'est que ça va nous forcer à retourner à une barbarie que notre civilisation avait réussi à éradiquer. Et c'est peut-être le plus triste. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time! Abonne-toi.